Et dans Punchline, on est avec Jeannette Bograb, essayiste, Amin El-Khatmi, président du Printemps républicain, Isabelle Saporta, éditrice. On va écouter Marine Le Pen, qui aujourd'hui aussi, alors elle souhaitait commémorer ce 11 novembre, mais elle n'a pas été invitée par Emmanuel Macron, qui d'ailleurs n'a invité ni élu ni parlementaire pour cette commémoration, de peur qu'on ne l'instrumentalise. Elle a prononcé un discours pour dénoncer ceux qui déconstruisent le passé. Écoutez-la. Depuis plusieurs années, un mouvement populaire venu des profondeurs du pays s'oppose aux manipulations grossières qui cherchent à détourner l'histoire de France de la gloire et de l'honneur qu'elle a toujours suivi. Certains cherchent à déconstruire notre patrie pour décrire un passé qui ne ressemble à rien à ce que nous sommes et à ce que nous avons vécu. D'autres encore se noient dans un passé si polémique qu'il brutalise et divise quand la fierté d'être français devrait rassembler notre peuple. Alors là, il y en a pour tout le monde. Hein. Il y en a à la fois pour Emmanuel Macron, Amin El-Khatmi, et à la fois pour Éric Zemmour. C'est le en même temps, le péniste. C'est le en même temps, le péniste. Voilà, Isabelle Saporta a raison. Je crois que c'est surtout pour Zemmour, parce qu'on sent un changement de stratégie assez net. Il y a eu un zigzag des Le Pénistes, des changements de ton. Au début, c'était il faut l'épargner, c'est la famille, c'est la grande famille nationale, selon leur expression, qui a vocation à se rassembler à la fin. Puis ils se sont mis à cogner un peu. On se souvient de la sortie de Bardella. Et puis il y a eu encore un changement. Et puis là, on a l'impression que maintenant c'est haro sur Zemmour, parce que il lui a quand même fait perdre 12 points. Hein. Donc c'est pas rien en termes de stratégie. Et paradoxalement, même s'il l'a fait baisser, il lui permet de se recentrer, parce qu'il est tellement outrancier et excessif dans ses déclarations qu'elle arrive après en disant, vous voyez, moi, je ne suis pas aussi excessif que M. Zemmour. Isabelle Saporta ? Mais alors, c'est quoi, du coup, pardonnez-moi, le plus produit de Marine Le Pen ? Parce que si on se retrouve aujourd'hui avec une extrême droite qui, comme vous le dites très justement, se recentre, qui se sont obligés au fond de distribuer en fait des coups chez Macron comme chez Zemmour. Quel est son narratif à elle ? Donc elle ne déconstruit pas l'histoire, elle construit quelle histoire ? Parce qu'au moins, si vous voulez, moi le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que le seul qui a un narratif qu'on entend, qui n'est pas le mien, ça c'est évident, c'est Éric Zemmour. Donc moi je vois bien ce qu'il veut faire, Éric Zemmour. On l'a clair, il le dit d'ailleurs du matin au soir. Contrairement, et pour ne pas empiéter quand même sur le sujet qui vient, contrairement à nos amis François-Olivier Gisbert et Laura Adler, qui ne parlent jamais que de questions individuelles, lui, il ne parle jamais de lui d'ailleurs. Vous remarquerez, tout le monde, tous ses opposants, essaient toujours de le ramener à lui-même, en disant il est juif, il est enfant ou petit-enfant de l'immigration, il ne devrait pas, il trahit. Il ne parle pas de lui. Et d'ailleurs, je pense que le jour où il parlera de lui, comme Marine Le Pen le fait avec son Instagram chat, etc., il sera fini. Mais il a un narratif très fort. Et au fond, en face de lui, il n'y en a pas. Il y a juste, en fait, on jette l'opprobre sur lui. D'accord, très bien. Pour le moment, quel est le narratif de Marine Le Pen ? Je ne l'entends plus. On entendait le narratif de son père, qui était un narratif d'extrême droite, qui d'ailleurs se retrouve dans celui de Zemmour et pas dans celui de sa fille. Je n'entends pas le sien. Donc, si vous voulez, moi, c'est ça que je trouve très, très inquiétant aujourd'hui. C'est que, pour le moment, je trouve que personne n'a trouvé l'arme absolue, au fond, pour opposer un narratif positif, un narratif d'avenir à proposer pour la présidentielle en France. Jeannette Bograb. Alors, j'ai pas vraiment compris ce qu'elle voulait dire, pour tout vous dire. Voilà, c'est pas bon signe. Alors, certains cherchent à déconstruire notre patrie. J'entends bien, parce qu'on a je trouve qu'elle se trompe de moment pour faire un tel discours, alors qu'on sait que des millions de personnes sont mortes suite à la Première Guerre mondiale. Donc, je trouve qu'elle aurait pu porter des habits présidentiels si elle avait tenu un grand discours. Elle ne le fait pas. Elle est dans une espèce de démarche purement politicienne entre, on imagine bien, la cancel culture, ceux qui sont effectivement pour décrocher les tableaux, détruire les statues, et puis de l'autre côté, ceux qui sont une vision erronée, angélique, donc c'est d'une réhabilitation des pires crapules. Donc bon, je trouve ça, mais elle se positionne aujourd'hui, parce que je lisais, ce qui est écrit dans le JDD, c'est que elle espère récupérer une partie de l'électorat féminin, parce que ce candidat qu'elle vise est très clivant à l'endroit des femmes. Enfin, les femmes ne veulent pas. En même temps, il est un peu cherché avec
c'était un premier sexe, c'est ça. Et surtout, elle a un discours très, très, très social sur le pouvoir d'achat. Et elle a compris quelque chose, il faut lui reconnaître ça, c'est que la préoccupation des Français, c'est pas l'immigration, c'est le pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui, elle déroule en réalité des séries de mesures qui sont totalement infaisables économiquement, où elle propose de doubler les salaires. Non, c'est pas doubler. Elle veut alléger les charges patronales pour permettre d'augmenter les salaires. Donc, voilà, donc du coup, pour les salaires les plus bas. 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 Et donc les gens peuvent l'entendre. Sur les questions de facture énergétique, on sait très bien qu'une grande partie du coût de la facture énergétique, c'est des taxes. Elle veut rendre du pouvoir d'achat et elle a compris parce que les gens, c'est pas Coluche avait cette phrase très juste. C'était pas les fins de mois qui sont difficiles, c'est les 30 derniers jours. Donc elle parle à une une partie des Français qui ne sont pas, on peut leur donner 100 €. Ils ont parfois 450, 250. Et c'est vrai que, j'écoutais une journaliste de place, je dois le dire, où elle expliquait qu'en réalité, par exemple, des 5% de ceux qui profitaient du système chômage, qui en réalité n'acceptaient pas des offres d'emploi et préféraient rester au chômage, gagnaient 280 € par mois. Enfin, on se dit, ah oui, effectivement, si c'est eux les profiteurs, et que s'ils aient travaillé, ils gagneraient 290 €, bon, vous donnez 150 €, j'en sais rien. En fait, c'est des gens on n'imagine pas. Et quand il y a 12 millions de personnes qui souffrent, on en parlait en aparté de précarité énergétique, qu'on froid chez eux, qu'on froid. En France, on peut parler des grandes réussites industrielles, mais il y a toute une partie de cette France qu'on n'entend pas. Qui se paupérise. Isabelle Saporta, c'est un constat évident. Oui, c'est un constat évident et vous avez raison. Ce qu'il faudrait, en fait, là, ce serait un vrai combat de gauche. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et là je vous rejoins parfaitement, c'est-à-dire qu'on est tellement tous, en fait, comme sidérés par tous ces débats sur l'immigration, que c'est comme si on n'osait pas, en fait, reprendre les débats sur la redistribution. C'est ça qui fait normalement la gauche. C'est la redistribution, c'est de voir effectivement comment il peut y avoir, je n'irai pas jusque dire la lutte des classes, mais comment vous faites pour effectivement avoir une équité dans la redistribution. Ça devrait être aujourd'hui effectivement notre combat et le premier combat. Et qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se passe? On se dit oh là là, mais alors si on commence à parler de redistribution, et on a parlé vraiment, et alors il y a tous ceux qui vous disent oui, mais alors du coup la redistribution pour qui? C'est toujours les mêmes, il y a toujours les mêmes profiteurs, etc. Et au fond, au lieu d'assumer ce débat de redistribution en disant voilà, mais c'est comme ça, on va le faire comme ça, on va mettre telle et telle pratique en place, ils sont là comme sidérés par ces débats sur l'immigration, par cette espèce d'opprobre qui serait mise sur tel et tel profiteur qui n'existe pas, puisque ça n'existe pas, vous avez raison de le souligner. Et donc on voit bien qu'on n'a pas les discours qu'on devrait tenir. Et ça, moi je trouve ça dramatique, vous avez parfaitement raison. Amine El-Khatmi, la gauche devrait être là, un peu plus présente. Oui, mais le problème, c'est qu'elle n'a rien à raconter. Ça y est. Non, mais c'est vrai, enfin, elle est dans les grandes lignes, elle est inaudible. Quand on parle des sujets effectivement de sécurité, d'immigration, parce que spontanément, elle va considérer que c'est des sujets qui vont faire le jeu de l'extrême droite, alors que les catégories populaires attendent qu'on leur parle de ça. Mais même quand elle s'aventure sur les questions de pouvoir d'achat, elle n'est pas crédible. Enfin, vous avez vu comment a été accueillie la proposition d'Anne Hidalgo auprès des enseignants, qui sont pourtant traditionnellement un électorat plutôt acquis au Parti socialiste, mais même eux, ils ne portent tellement plus de crédit au Parti socialiste que lorsque sa candidate leur promet de doubler leur salaire, ils n'y croient même pas et ils disent mais de toute façon c'est faux, vous ne le ferez jamais. Donc même quand elle revient, j'allais dire, à ses fondamentaux et à ces thèmes de prédilection, on ne la croit pas. Donc c'est un vrai problème. Elle a relancé sa campagne là il y a quelques temps. Est-ce que ça a produit des effets je sais pas, Isabelle Saporta, vous l'avez entendu? Il y a des idées fortes qui ont émergé. Anne Hidalgo. Oui, je parlais d'Anne Hidalgo. Oui. Bon, d'accord. Bon, voilà, non, de toute façon, on tire pas sur une ambulance, mais c'est vrai que quand le Parti socialiste est aujourd'hui à 4 ou 5%, c'est vrai que, on pensait pas qu'on pouvait faire pire qu'Hamon, et en fait, manifestement, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous avez dit, Amine, tout à l'heure, sur cette proposition de réforme d'Anne Hidalgo. C'est pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris l'ensemble de la société en se demandant comment on pourrait faire une vraie politique de service public. Elle n'a pas repris l'ensemble de la société pour se dire comment on pourrait faire une vraie politique de pouvoir d'achat, ni une vraie politique de redistribution. Elle a été chercher
une catégorie socio-professionnelle dont elle pense que c'est sa clientèle politique et elle l'a visée. Et ça, pardon, mais c'est le pire du clientélisme. Ça marche plus. Et ça ne marche pas. Et les Français ne sont pas dupes. Donc, si vous voulez, c'est vrai aussi que là, on a quand même, il y a un moment, il va falloir qu'on soit capable de proposer de grandes réformes, une grande vision et de ne pas faire que subir le narratif de Zemmour.